Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier Bibliogrill de l'année consacré au sujet de l'intelligence artificielle au service de la politique documentaire. En effet, la déferlante de l'intelligence artificielle à travers ses applications les plus connues comme ChatGPT ou DALL-E n'a pas épargné nos métiers et nous nous sommes donc demandé, au-delà des idées reçues, comment exploiter les potentialités de ces outils tout en ayant bien conscience de leurs limites. Donc pour ce bibliogrill, nous recevons deux collègues des bibliothèques de Bordeaux qui ont expérimenté l'utilisation de ChatGPT dans l'élaboration de la politique documentaire d'une nouvelle bibliothèque. Donc Gwenaëlle Cousin-Rossignol, qui est chef de service territoire nord des bibliothèques de Bordeaux, et Dounia Anna, qui est directrice de la bibliothèque de Bacalan à Bordeaux. Donc bonjour à toutes les deux et merci beaucoup Bonjour. d'avoir accepté Bonjour, notre invitation. avec Heu, plaisir. alors pour commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, on peut peut-être un peu parler du contexte dans lequel s'inscrit, votre expérimentation et du coup de ce projet de nouvelle bibliothèque, dans le quartier de Bacalan à Bordeaux. Alors la bibliothèque, Bacalan, est donc est une des bibliothèques de quartier du réseau des bibliothèques de Bordeaux, qui compte, une grande bibliothèque centrale, la bibliothèque, Mériadec et 9 bibliothèques de quartier. Donc elle est située au nord, de Bordeaux, dans un quartier, qui est très mixte, socialement. Il y a une partie qui est classée en politique de la ville. Il y a une histoire, très, forte avec une identité, ouvrière, un passé industriel puisqu'il y avait, de nombreuses usines, dans ce quartier et notamment, une usine de raffinerie de sucre, Béguincé, qui est située juste à côté de la bibliothèque. Et il y a eu, voilà, beaucoup aussi de manifestations, ouvrières et un syndicalisme, assez puissant. D'ailleurs, le maire de quartier, est un maire communiste, donc il y a c'est une particularité puisqu'il y a, très peu de maires, communistes actuellement. Et donc cette bibliothèque, c'est une petite bibliothèque. Elle fait 430 carrés. Elle n'était plus du tout, aux normes. Elle ne permettait pas d'offrir un niveau de service, satisfaisant. Heu, donc on a décidé, avec, les élus évidemment, de la démolir et de la reconstruire sur le même emplacement, pour faire une bibliothèque de 1 200 carrés avec, 30 000 documents. Donc je ne sais pas si on peut montrer, les images du projet. Voilà, merci pour l'image, diapo 2. Hop. On veut en faire, donc, un lieu dédié à la lecture publique évidemment, mais pas que, hein, donc il y a tout le rôle social des bibliothèques qui est pris en compte. Mais en tout cas, au niveau des collections, puisque c'est ce sujet qui nous intéresse aujourd'hui, on veut vraiment prendre en compte tous les usages et les pratiques, toutes les références culturelles des personnes, donc avec des collections, qui soient actualisées évidemment sans cesse, donc un nombre pas trop important, donc maximum 30 000 documents. Et surtout, on veut que ces collections, elles soient valorisées selon les principes du merchandising, ce qui implique en fait un aménagement intérieur spécifique qu'on vous montrera, ensuite. Hop. Donc un lieu de vie convivial, ouvert sur le quartier, qui fasse le lien entre tous les publics, puisque je l'ai dit, on est sur un quartier avec une mixité sociale importante. On a un vieux Bacalan et un nouveau Bacalan et donc on veut que la bibliothèque soit le carrefour de la rencontre de ces différents publics. Ce qui implique, voilà, une attention très forte portée, à l'architecture du bâtiment, qui soit très accueillant, qui donne envie de rentrer, qui ne développe pas une angoisse du seuil et une attention très forte également portée aux ambiances, à l'éclairage et au mobilier. On vous montre très rapidement les images du projet. Donc ça donne ça. C'est un projet, qui est mené par l'architecte Nicole Concordet, voilà, qui est un peu spécialisée dans la rénovation de vieux bâtiments industriels.
C'est un projet, qu'on souhaite exemplaire évidemment sur le plan environnemental, donc avec une végétalisation, et une tour des vents avec une ventilation naturelle, ce qui n'a jamais été fait en Nouvelle-Aquitaine. Vous avez la bibliothèque James Baldwin, dans le 20e qui fonctionne avec, ce système-là. Hop et je vous montre rapidement l'intérieur. Alors ce sont des Sachant qu'on est projections, hein, évidemment, ça c'est des projections d'architectes, donc ça ne correspondra pas forcément à la réalité, mais ça vous montre un petit peu l'ambiance qu'on a souhaité dans cette bibliothèque. On a fait des ateliers de concertation avec les habitants qui nous ont dit que ce qu'ils voulaient, c'était un café, mais avec des livres. Donc on a essayé de traquer cette tendance. Ça a son importance au niveau, des collections, comme nous allons le préciser. Donc il y a un espace, voilà, atelier, Fab Lab. Voilà un petit peu cette tour des vents, cette ventilation naturelle qu'on voit ici. Le mobilier sera peut-être pas forcément comme ça, encore une fois, c'est une projection. Je laisse voilà. compléter Merci Lilian. D'accord. pour Merci l'explication. beaucoup pour cette présentation du contexte dans lequel s'inscrit votre expérimentation. Donc une nouvelle bibliothèque, un bâtiment frugal et très orienté sur le quartier et du coup, un fonds de 30 000 documents à construire de A à Z, comme vous l'avez, brièvement évoqué et donc comment a émergé, l'idée d'utiliser l'intelligence artificielle dans ce projet? Oui, je compléterai peut-être sur le calendrier, parce qu'en fait, on est dans un marché de Ouais, oui. conception-réalisation. Ce n'est pas un marché classique, c'est un marché qui permet d'aller vite. Donc, on est dans un calendrier très contraint et on a finalement peu de temps pour acheter ces 30 000 documents, puisqu'on a environ 15-16 mois, quoi. Donc, ce qui est quand même très restreint par rapport à des projets, on va dire, avec un marché classique. Voilà, donc moi je vais, vous évoquer un petit peu quand même le contexte, qui nous a amenés à tester, outre la curiosité déjà, quand on a entendu parler de cet outil. Je vous redonne quand même rapidement un petit contexte. Donc c'est vrai que la bibliothèque a fermé en septembre. Et que l'année 2024 a été vraiment guidée par, l'organisation. Il était quand même, attendu sur le quartier qu'on propose une fête de fermeture, qui lie parce que c'est aussi un quartier qui a énormément un tissu associatif très fort et très actif. Donc l'idée, c'était aussi de proposer une fête de la bibliothèque, de fermeture de la bibliothèque en mettant en avant les partenaires, en proposant aussi à donner à voir un peu ce que sera le futur projet, ce qu'on pourra y proposer. On a dans un deuxième temps, donc ça c'était en juin, ça nous a occupé, aussi pas mal de temps et puis on avait décidé aussi de, faire une vente de tous les livres de la bibliothèque et donc en mode bibliothèque ouverte avec les livres sur les étagères. C'est quelque chose qui a très, très bien fonctionné puisqu'on a vendu des livres très récents et il était demandé aussi d'avoir une permanence puisque les bibliothèques de Bordeaux, on ouvre des points bibliothèques, dans différents lieux de la ville et donc l'idée, c'était que sur Bacalan, il y ait aussi un point bibliothèque pendant la fermeture, de la bibliothèque qui peut nous permettre de garder une présence. Donc c'est voilà, on a dû trouver un lieu un peu différent au dernier moment. Donc on a été vraiment, c'est vrai, très occupés par tous ces événements, et puis nous avons aussi bénéficié d'un budget supplémentaire pour acheter des ouvrages pour ce point bibliothèque, en plus de ce que nous avions. Nous avons décidé de garder les livres à partir de 2022, 2023-2024 et dans cette logique d'acheter les livres, on a déjà commencé à réfléchir à la façon dont on voulait les collections, les objectifs de notre politique documentaire pour la future bibliothèque. Puisque l'objectif, c'était aussi de dire, dans ce point bibliothèque, vous allez déjà trouver les orientations de ce que sera les collections, de ce que seront les collections de la future bibliothèque. Donc ça nous a demandé aussi, pas mal de travail et par rapport à ChatGPT ou ChatGPT, l'idée, c'était d'abord d'aller voir un petit peu ce qu'il en était, puisque moi, on m'en a parlé, je me suis demandé un petit peu à quoi ça ressemblait, hein. C'est la curiosité de savoir aussi ce que les gens utilisent autour de nous et en fait, on a fait plusieurs, tests et personnellement, moi, je l'utilise, pas mal pour, comme un outil d'intelligence augmentée. J'ai entendu ça là dans une interview. C'est-à-dire, en fait, d'aller chercher des informations et de les Synthétiser. rendre synthétiques et un peu plus construites
Voilà, ce qui permet en fait d'avancer sur un travail de recherche et de première rédaction. Par exemple, pour les fiches domaines, lui donner, le contexte, lui donner, l'exemple de la fiche, lui préciser pas mal de choses quand même, hein, ça demande de préciser pas mal de choses et d'avoir comme ça un 1er plan plus que détaillé qui ensuite, en tout cas moi, me permet d'aller, plus vite dans la continuité de la rédaction, d'aller effectivement en librairie pour vérifier les informations et discuter avec les libraires, hein. C'est pas prendre pour argent comptant, ce qui est donné. Mais voilà, mais c'est vrai qu'en fait, l'idée, ça a été d'abord la curiosité, puis après de faire des tests et de se rendre compte que finalement, ça permettait de voilà, d'accélérer un peu que c'était un outil assez, intéressant pour la rédaction et la synthèse. D'accord, et est-ce qu'on peut peut-être rentrer un peu plus en détail justement dans votre processus d'expérimentation et comment, vous, vous avez appris à vous servir de l'intelligence artificielle? Parce que si je comprends bien, vous vous êtes un peu auto-formé à l'outil Complètement. et à base de tests et de corrections et de réflexions, vous l'êtes approprié, quoi. Donc est-ce qu'on peut, détailler un peu votre processus? Oui, alors, On n'a pas la même, ouais, utilisation, en donc fait, moi, peut-être, j'ai découvert, ChatGPT. Bon, évidemment, j'en avais entendu parler, mais lors, d'une formation, organisée, heu pour un groupe de travail qui travaille sur la prise en compte des références culturelles, des jeunes de 12 à 25 ans dans les établissements culturels de la ville de Bordeaux. Donc on a un formateur qui s'appelle Benoît Labourdette, qui est venu faire une formation sur les jeunes et le numérique et qui nous a montré ce qu'on pouvait faire avec ChatGPT, notamment, sur la question des références culturelles des jeunes. Et donc moi, c'est là que ça m'a donné l'idée de l'utiliser, pour la politique, documentaire. Donc, Dounia avait eu également cette idée, donc on s'en est parlé et on a commencé à poser, voilà, des questions pour nous aider à rédiger des fiches domaines et pour ne rien oublier en termes, d'axes d'acquisition, par exemple, sur des fonds particuliers, par exemple l'ésotérisme. Bon, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas très bien, hein, et donc on a demandé à ChatGPT un petit peu comment, on pourrait construire un fonds ésotérique. Donc on a commencé par une question simple, avec, une réponse qui était simple et ensuite on pose des questions de plus en plus précises, en fait. On dit: «Bah, dis-nous, ChatGPT, quels sont les éditeurs à éviter?» parce que, il ne faut pas que ce soit des éditeurs qui soient en lien avec des sectes, par exemple. Et voilà, et au fur et à mesure, on arrive à quelque chose de beaucoup plus précis. Alors moi, par exemple, aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je lui demande des sources. Où est-ce qu'il est allé chercher ces infos? Parce qu'en discutant autour de moi, évidemment, il invente des choses et il donne des choses qui donc je demande systématiquement maintenant les sources et donc sur le côté, Il indique il les me il sources. indique les sources et donc je vois qu'il y a quand même des références. Mais après effectivement, par rapport aux éditeurs, il permet de faire un 1er tri, mais je pense qu'il faut effectivement aller vérifier, les infos en librairie. Bon, il y en a plein qu'on connaît déjà, hein, évidemment, mais c'est en fait ce travail-là de recherche, c'est en fait, c'est il y a un côté un peu comme une recherche sur internet ou sur Google, sauf il va l'organiser et donc il va faire gagner du temps dans le travail d'organisation, en fait. Et c'est là que ChatGPT est assez fort, en fait. C'est sur la manière de synthétiser les informations et de les prioriser, de les mettre en forme. Et ça, c'est intéressant quand on rédige une politique documentaire, parce que ça mâche un petit peu le travail. Ça ne fait pas le travail à la place du bibliothécaire, Bien sûr. mais ça l'aide à faire un plan, par exemple, à présenter les informations de manière synthétique et claire. D'accord. Donc vous avez, appris à rédiger ces prompts, de manière de plus en plus précise pour l'orienter, et ça garde un historique de vos demandes, Alors Oui, ça oui, garde un si hi on garde le même fil de conversation, ouais. je pense. Oui, oui, ça garde un historique, je Après, ça on est sur la version gratuite, hein. Par exemple, moi, je lui ai demandé des choses un peu plus poussées, sur des tableaux Excel. Voilà, il m'a demandé de passer à la version payante, donc je l'ai pas fait. mmh. Et en fait, au final, il le j'ai redemandé et du coup, il m'a juste expliqué mais voilà, comment c'est vrai utiliser qu'on Excel, mais il le ferait peut-être, mais voilà, là, oui, je me bah, suis arrêtée là pour ça.
Il faut qu'on trouve un moyen de pouvoir payer, la version payante, sans passer par le mandat administratif, donc c'est un petit peu Mmh. compliqué. Donc oui, les prompts, on a appris à les rédiger et pour avoir des réponses, précises. Parce qu'au début, on tâtonne un peu, on pose des questions un peu générales et on se rend compte qu'il faut être vraiment très précis dans les demandes qu'on fait. Donc en et on peut il faut aussi ne pas hésiter à reposer la question si on n'est pas satisfait et rédiger un prompt en disant: «Mais voilà, je ne suis pas satisfaite de cette réponse. Est-ce que tu peux être plus précis sur ce point ou sur ce point-là?» Et au fur et à mesure, la réponse, elle devient satisfaisante. Mmh. Donc vous l'utilisez plutôt comme outil de prospection pour ne rien oublier d'un domaine, d'un grand domaine éditorial et Oui. voilà, donc les Et bénéfices que vous y trouvez dans votre pratique, professionnelle, du gain de temps, C'est un gain de temps. un gain de du gain temps de temps principalement. rédactionnel, permettre aussi, d'établir une base de travail qu'on va retravailler. En tout cas, moi, ça m'aide de travailler sur une base, déjà rédigée, puis ensuite je reprends tout, Et ça permet les mais c'est calendriers vrai que, d'acquisition aussi. voilà, c'est quand même, On peut ça les mâche un ouais. travail quand même et ça aide, de façon construite, quoi. Vraiment, pour moi, c'est vraiment un outil, intelligent. Après, on va en venir au c'est vrai on lui a aussi demandé avec les collègues, des sélections, par exemple, d'ouvrages, sur des thématiques. Bon, là, on a laissé tomber, parce qu'en fait, là, ce qu'il nous a proposé, c'était complètement, daté. Ah oui, Et du coup, on s'est dit: «Bah, en fait, on va» voilà, c'était Oui. par curiosité avec mes collègues du secteur jeunesse et en fait, voilà, là-dessus, on n'est pas allé plus loin, quoi. il Oui, vous a pas sur, inventé des références, il vous a proposé non. des Non, il a pas références mais inventé, qui collaient pas. Non, mais franchement, on n'a pas vraiment vu, non. enfin, dans toutes les questions qu'on a posées, on n'a pas eu d'erreur et même sur, les calculs parce qu'on l'a utilisé, pour faire un calendrier, d'acquisition, parce que ça va plus vite que sur Excel, hein, tout simplement et franchement, il n'y avait pas d'erreur. Il peut y en avoir parfois et qu'il faut faire attention, notamment sur les calculs, mais j'ai l'impression quand même que cette IA générative s'améliore, de jour en jour, de semaine en semaine. C'est de plus en plus performant. Donc vous avez noté cette amélioration, Oui, depuis le début de votre usage? oui, 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 depuis, ça fait plusieurs mois qu'on l'utilise maintenant, mais moi je trouve que les réponses sont de plus en plus précises et intéressantes. D'accord, mais ce qui exige quand même, une vérification, toujours, constante des réponses qui vous sont apportées, quoi. Alors, ça dépend ce qu'on va lui enfin, il y a des choses quand on lui demande une recherche d'infos et de synthétiser des infos qu'on lui a données par rapport à un document donné, il va pas nous chercher autre chose ailleurs, hein, donc quand on l'utilise sur ces questions-là d'aide synthétique et de voilà. D'analyse de Après, dossier. c'est quand on lui Mmh. demande d'aller rechercher, là, je serais beaucoup plus, ouais, Oui, bon, après, il faut qu'il les donne limites, les c'est sur la recommandation. Voilà, on a essayé de poser des questions pour avoir des recommandations, sur, voilà, sur des thèmes et là, ChatGPT n'est pas bon. Ça, c'est clair. D'accord et Par vous contre sur disiez que vous le oui et allez-y. sur les références culturelles également, il y a des choses qu'il oublie. On a posé des questions sur, quels sont, les héros et héroïnes, des enfants de 3 à 6 ans. C'était pas satisfaisant. La liste, elle était correcte, mais n'était pas satisfaisante. Il y avait plein de choses qui n'apparaissaient pas et qui auraient dû apparaître. D'accord et vous avez évoqué un usage que vous en avez fait, enfin, qui me semblait très intéressant, c'est la planification. Du coup, vous lui avez demandé quoi exactement? Enfin, quelles données vous lui avez données et qu'est-ce que vous avez obtenu? alors on lui a donné les données la répartition documentaire que nous avions faite. Par Parce qu'en domaine, fait, par oui, par domaine, genre. voilà, parce qu'en fait, on est dans la réflexion de savoir un petit peu sur l'année et demie qui est devant nous, comment on va organiser nos achats, est-ce qu'on les étale, est-ce que voilà? Et donc on lui a demandé, de planifier, par exemple, en roman français, est-ce qu'on se posait la question, est-ce qu'on alors c'est un peu ça peut paraître un peu est-ce qu'on planifie par, auteur de façon alphabétique pour être sûr de rien rater? Est-ce qu'on consacre un temps fort dans l'année à constituer le cœur de collection et dans ce cas-là, après, on se met sur les nouveautés? Enfin, dans cette réflexion-là, on a posé des questions, bon, qui font qu'au final, on a monté le calendrier, avec des petits achats sur l'année et puis on lui a posé des questions avec ma collègue aussi sur le cœur des collections, les auteurs un peu phares,
que lui donnerait, par exemple, en roman français. Parce qu'en fait, on est dans cette réflexion-là, on se pose des questions. Donc, effectivement, des fois, on va voir un nom, on dit: «Ah oui, c'est vrai, ça, on n'y avait pas pensé», on se le note. Mais voilà, donc en fait, c'est vraiment cette aide-là. Dans la planification, il a donné des informations qui sont intéressantes, qui nous ont aidés, mais qu'après on a recollé à notre réalité et Mmh. qu'on a fait un petit peu différemment parce on a réfléchi et puis on s'est dit qu'on allait avec l'équipe, qu'on allait procéder de façon différente, Mais je pense qu'on voilà. on l'a fait déjà il y a un petit moment et que maintenant on pourrait lui donner davantage d'informations pour que les réponses soient plus Oui, précises. possible. On n'a pas suffisamment contextualisé la planification. C'est pour ça qu'on a dû la retravailler. Mais depuis, on a encore appris à mieux se servir de ChatGPT et je pense qu'on va réessayer de lui poser la question Oui, on avec pourrait. toutes les Mmh. informations qu'on a Mmh. maintenant. Mais D'accord, et donc est-ce que vous planifiez d'autres, usages de l'intelligence artificielle pour l'avenir, pour Bacalan ou au-delà? Est-ce que vous imaginez une généralisation sur le réseau, des bibliothèques de Bordeaux? alors en parlant avec les collègues, on se rend compte que beaucoup de collègues l'utilisent déjà. Peut-être pas forcément pour, de la planification, mais pose des questions, pour, voilà, sur des auteurs, sur des fonds, sur les tendances éditoriales, donc c'est déjà, une pratique, qui est en cours. Pour l'instant, on n'en a pas parlé, donc on n'a pas prévu de généraliser cette utilisation de l'automatisé. Mais en fait, ce qu'on a fait, enfin, on a posé la question à ChatGPT et vous pouvez le faire pour voir sa réponse, sur comment on pourrait automatiser, les acquisitions dans un réseau de bibliothèques, voilà, en donnant plusieurs informations comme ça et la réponse est assez bluffante. Mais aujourd'hui, avec les outils qu'on a, c'est pas possible de le faire. Je pense que ça pourrait être intéressant pour, bah, là, par exemple, ne rien manquer des meilleures ventes ou voilà, sur des points très précis. En revanche, ça remplacera pas l'expertise d'un bibliothécaire. Ça, on voit bien que, les réponses, ne conviennent pas. Mmh. Et justement, vous parliez, enfin, on peut continuer sur cette thématique, et vous parliez des collègues qui l'utilisent déjà dans leur pratique. Est-ce que, à l'inverse, vous avez eu des réticences, des résistances au sein de l'équipe, quand vous avez parlé de cette 1re expérimentation, ou pas du tout? Alors, moi avec mon équipe, non, parce que de toute façon, ils ont le nez dans les paniers et ils vont en librairie, ils vont chercher les livres, donc ils voient bien qu'en fait, l'utilisation, elle est pour constituer les fiches domaines et qui vont les aider à les guider, qu'on en reparle ensemble. Donc dans leur quotidien, non. Parce que voilà, moi je leur ai dit que je l'utilisais, j'avais testé pour, certaines choses, que ça permettait d'avancer. Bon, comme je vous ai expliqué, on a testé pour une demande de sélection par curiosité. On a vu que le résultat, était largement dépassé, donc on a avancé et tout ça, mais dans leur, non, il y a pas de résistance parce qu'en fait, c'est nous qui sommes sur les achats, les choix, c'est vrai qu'il y a on a commencé ce travail par rapport à la permanence et au point bibliothèque, vraiment là, on a vraiment intégré, qu'on achetait les meilleures ventes, ce qui était attendu. On a l'avantage, en tout cas, que ces livres restent ne tournent pas sur le réseau, parce c'est quand même 5 000 documents qui restent sur ce point bibliothèque. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir le retour des usagers qui voient qu'il y a les dernières choses dont ils ont entendu parler. Donc ça aussi, ces échanges-là, ils vont nous permettre d'avancer sur les choix qu'on va continuer à faire. Donc, dans la réalité, c'est vraiment plus sur la base de travail, en fait, qu'on en discute. Enfin, sur la base de ouais, de théorique, sur les fiches domaines, et puis Mmh. ensuite sur les tests qu'on fait. Donc, non. Parce que Alors pas au sein de l'équipe Bacalan, Bacalan, mais en en tout cas. général, il peut quand même y avoir, des réticences, d'un point de vue, éthique, on va dire, et environnemental de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Heu et puis des réticences, peut-être liées à des incidences, géopolitiques, bon voilà, avec l'élection de Donald Trump, le fait qu'il y ait des liens avec, bah, notamment le président de OpenAI, et Mmh. tous les projets, qui sont en cours, de construire d'énormes data centers. Mmh. Donc ça, on a bien conscience, de toute, cette dimension. Heu,
Donc voilà, je sais qu'il y a des collègues qui ont pas forcément envie de l'utiliser pour ces raisons-là. D'accord. Et une question d'un ou d'une, collègue qui nous regarde en direct, justement, liée un peu à ce que vous venez de dire. Pourquoi avoir choisi ChatGPT et pas une autre, IA générative? Parce qu'on a testé, différentes, IA génératives. On a testé, Gemini, qui est l'IA, de Google, DeepSeek, qui est une IA, qui est chinoise, si je ne m'abuse, et qu'est-ce qu'on a testé? Alors moi, je suis restée un peu c'était la première chose dont on m'a parlé, donc un peu par test, comme je vais Ouais, sur mais en tout Google, je suis restée un peu là-dessus. J'ai testé, le Microsoft là, Copilot, mais c'était moins et voilà. ChatGPT est la meilleure, tout Ah, simplement. Dans les réponses, nous, on a trouvé moi, que je suis pas dans d'une notre spécialiste. utilisation, les meilleures réponses étaient celles de ChatGPT. D'accord, et qu'est-ce que vous apporterait une version payante? Est-ce que vous savez à peu près le changement d'échelle? Oui, oui, alors déjà la version payante dans la version gratuite, on est limité en nombre de questions. Donc si on pose trop de questions, ça s'arrête et ça nous dit de nous reconnecter le lendemain, dans la version gratuite de ChatGPT. Ensuite, si on veut analyser des données issues d'un tableau Excel, il faut la version payante. Donc si on veut lui donner, par exemple, un tableau avec des données, bibliothéconomiques, des indicateurs, de suivi de collection et cetera, avec la version gratuite, il ne peut pas l'analyser, alors qu'avec la version payante, oui. Donc moi, je parle juste en termes de, voilà, de notre, utilisation et de politique, documentaire. D'accord. Donc pour C'est l'instant Oui, après, il doit y avoir d'autres, effectivement, il doit y avoir d'autres choses quand on Il y a paye, d'autres on il y a imagine, d'autres choses, oui, mais oui, on n'a pas on n'a pas tout testé, testé, parce qu'il peut aussi, voilà, faire des algorithmes simples. Enfin, il y a plein, plein, plein d'utilisations possibles. d'accord. Donc c'est un projet, à plus ou moins long terme de continuer cette Oui, expérimentation en passant à une exactement, version, payante. exactement. C'est 20 mmh. par mois, la version, payante, utilisateur privé, et après pour les utilisateurs pro, c'est 200 par mois. Alors là, il y a Dans des fonctionnalités, décuplées. Dans tous D'accord. les cas, c'est quand même, enfin, moi, ma première démarche, elle est aussi quand même d'aller vers quelque chose qui est utilisé par plusieurs personnes et d'être en capacité de savoir comment ça fonctionne aussi. Heu, c'est-à-dire que si je vois autour de moi, bon, des gens plus jeunes qui se sont mis à l'utiliser, qui en discutent, effectivement, ça me pose question et quant à la manière où ça rentre dans des pratiques, je trouve que c'est quand même intéressant de savoir comment ça marche. Même si après, pour plein de choses, on l'utilisera pas, on a un peu une idée du fonctionnement, de comment ça marche et ça, je trouve qu'en bibliothèque, c'est aussi important de connaître les pratiques et quand on peut échanger avec les personnes, de savoir un peu ce qu'il en est, de ne pas Mmh. rester dans le flou. Alors après, évidemment, c'est précis comme utilisation, mais ça m'a permis un peu quand même de me rendre compte effectivement des capacités de cet outil, quoi. Alors après, évidemment, il y a toutes les questions, éthiques, mais les informations que je lui ai données n'ont Rien de rien de confidentiel. confidentiel. Mmh. C'est sûr que je vais pas voilà. C'est vrai que se pose la question, mais vous l'avez évoqué, du coût, écologique, Bah oui, oui, bien sûr. et notamment pour Bordeaux qui est une ville, une ville verte, on ne peut pas Oui. ne pas y réfléchir On aussi, peut quoi. bien sûr, Mmh. mais bon, voilà, après, on peut les habitants utilisent l'IA. Je veux dire, tous les jeunes, ils n'utilisent plus Google maintenant, ils utilisent ChatGPT pour demander, Mmh. des informations. Voilà. Après, Google, a des data centers, il y a un problème aussi de confidentialité des données sur Google, il y a une collecte de données qui est faite, avec toutes les recherches. C'est exactement la même problématique que ChatGPT. Mmh. Très bien, bah, je vous remercie beaucoup d'avoir partagé, avec nous et avec, tous nos collègues, cette expérimentation, très intéressante. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis, aujourd'hui en direct. Merci beaucoup, à la régie, de la BPI pour son aide, et puis rendez-vous le 20 février prochain, pour le prochain Bibliogrill. Donc merci beaucoup Gwenaëlle et Dounia, Merci. Merci, et au revoir et à bientôt. Au revoir. au revoir.